Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième journée donc de la rentrée littéraire 2025-2026, un événement organisé par Groupe Le Matin à travers sa marque culturelle Book Club Le Matin. Donc après un programme assez riche, hier on a eu déjà l'occasion d'assister à une table ronde autour de la lecture au sein de l'école, deux ateliers intéressants. Et on démarre avec c'est la critique littéraire. Et pour en débattre, on a deux grands intervenants, c'est Abdellah Ismail et Simounir Serhani. Et la rencontre sera modérée par mon ami Sekrim. Alors, je laisserai à Sekrim, qui est un universitaire et spécialiste en la matière, pour présenter nos chers intervenants et pour parler un peu plus donc, de la thématique. Mais avant de démarrer, et comme vous l'avez constaté, on a instauré un petit rituel. Chaque fois, on donne la parole à des jeunes pour nous lire des extraits de quelques livres de la création littéraire marocaine. Donc on va démarrer avec une première lecture tout de suite. Il y en aura deux autres à la fin. Et tout ça s'inscrit dans cette démarche de rapprochement du livre à cette jeunesse que nous souhaitons qu'elle devienne une jeunesse lectrice et passionnée du livre. Donc tout de suite, je demande à Sarah Aitberri, Amira, de se joindre à moi pour faire une petite lecture. Et tout de suite, je donne la parole à Sikri. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait de Nous étions une île de l'écrivain Noor Iken, de l'éditrice Maha Édition. Donc, c'est la troisième fois qu'il va la divorcer. Il va la divorcer. L'article là, qui rend l'expression maladroite, est pourtant correctement placé, car c'est l'homme qui divorce, qui décide de quitter, qui décide de jeter ou de changer. Le terme adéquat est la répudiation, l'action étant à sens unique. La divorcer n'est que l'expression moderne de la répudier. La divorcer ou la répudier, peu importe, madame ne s'encombre pas de formulation grammaticale. Ce qui ne la ravit, c'est que ce soit la troisième fois, et Tania ne comprend pas pourquoi. La joie de madame sera vite comprise lorsque Edip décidera, comme les autres fois, de reprendre sa femme avant la fin du délai de viduité. Le juge ouvrira son dossier, secouera les feuilles pour déplier l'acte de mariage auquel avaient été scotchées les répudiations successives. Il les comptera du doigt et lui déclarera catégoriquement que la troisième répudiation est une répudiation définitive. Cependant, rajoutera rapidement l'homme de loi effrayé par les yeux exorbités d'Edip, il existe une possibilité, s'il tient absolument à réépouser, c'est qu'elle se marie avec un autre homme, que le mariage soit consommé et que l'homme veuille bien divorcer pour que leur union soit à nouveau considérée comme licite. Edip écoutera abasourdi cette solution surréaliste. Rien que l'idée d'imaginer Sowan dans les bras d'un autre homme lui donnait envie d'étrangler le juge. Pour une fois, Sowan se réjouit. Pour une fois, elle a le pouvoir et elle ne va pas le céder. Elle a le pouvoir, non pas parce qu'on le lui a donné, mais parce que tout simplement on l'a ôté des mains de son mari. Quitter la maison lui fit du bien. Pour la première fois, elle écoutera ses os, et ils ont beaucoup de choses à dire. Elle se voit avançant en l'âge et le stress constant dans lequel la faisait vivre Edip ne lui convient plus. Elle veut se promener, non pas courir, manger, non pas cuisiner, parler sans se soucier de ce qu'elle a dit. Après toutes ces années dédiées à son mari et à ses enfants, qui ont grandi et qui n'ont plus besoin d'elle, elle décide d'appliquer l'adage que lui répétait souvent une amie, « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et si je ne le suis pas maintenant, quand le serai-je » Elle décide d'être pour elle-même et dès maintenant. Lorsque Edip comprend qu'elle ne reviendra plus, ni se pliera à la mascarade d'épouser un autre homme pour qu'il puisse la reprendre, il apprend la retenue et la docilité à ses dépens. Il apprend la tempérance, ce que Sowan a désespérément essayé de lui inculquer en allant consulter une sorcière. Lorsque Sowan ne donne plus de nouvelles, se suffisant à elle-même et au jardin de ses parents, dont elle arpente les allées, les belles plantes parmi les plantes, en totale harmonie avec les fleurs. Lily vient lui rendre visite. Elles n'ont jamais été réellement amies.
La retenue de l'une a toujours empêché l'autre d'aller plus loin que les politesses d'usage. La belle rousse s'assoit sur le tapis ensoleillé, au milieu du jardin, lui serre le bras de sa main fraîche et d'un sourire lui déclare « Maintenant tu es femme forte ». Je vous remercie. Donc, merci pour cette belle lecture. Je réagis quand même dessus. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, bonjour, chers amis du livre. Nous voici aujourd'hui réunis pour parler de ce que les organisateurs ont bien voulu qualifier de chaînon manquant. Peut-être non pas dans le sens de Darwin, bien que la métaphore soit tentante, mais plutôt celle de la critique littéraire. Alors, quelques éléments de balisage pour notre cher public avant peut-être de laisser la parole, pas peut-être, assurément, laisser la parole à Sibn Smaïn et à Serhani. Donc, selon l'encyclopédie Larousse, la critique littéraire serait proprement un effort. Donc, ce n'est qu'un effort de discernement qui s'applique aux œuvres des écrivains. Cet effort, vous vous en doutez bien, est très ancien. La critique littéraire ne naît pas au XIXe siècle. Avec Aristote, dès sa poétique, donc il établit déjà les fondements d'une réflexion systématique sur les espèces littéraires. Platon en fera de même dans la République. Plus tard, dès le 8e siècle, Khalil Farahidi, dans Kitab al-Arud, pose les bases de la prosodie arabe, n'est-ce pas, avec le Buhur. Plus tard, au Xe siècle, le Jorjani théorise le Nadm et le Bayan dans Asrar al-Balagha wa Dalail al-I'jaz. Et je vais sauter quand même bien plus tard, pour pas vous plomber non plus, avec ce qu'on considère être le premier critique littéraire, Sainte-Beuve, qui inaugure ce qu'on appelle la critique biographique. Donc lui, il explique l'homme à travers l'œuvre. Cela déplaira beaucoup à un certain Marcel Proust, qui le démolira dans son fameux Contre Sainte-Beuve. Il dira « Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes. Je est un autre, dirait l'autre, n'est-ce pas, Rimbaud. Hippolyte Taine, lui, lit la critique, enfin, lit les œuvres littéraires, il essaie d'imposer une science. Paul Valéry lui répond « Les prétendus enseignements de l'histoire littéraire ne touchent presque pas à l'arcane de la génération, comment les poèmes sont générés, des poèmes. Le XXe siècle est plein et riche d'approches qui promet chacune la clé. Je ferai un saut rapide. Les formalistes russes, n'est-ce pas, qui veulent chercher dans la littérarité, dans la littérarité dans les œuvres. Ce qu'on appelle le New Criticism, qui ferme l'œuvre complètement, qui ne pense pas à l'auteur ni au lecteur. Barthes parle de la mort de l'auteur, fondant une sémiologie littéraire. La psychocritique, peut-être, de Charles Moron, qui essaie d'imaginer un mythe personnel de l'auteur. La sociocritique, la narratologie avec Genette, et récemment, donc, la théorie de la réception avec Umberto Eco, avec Josse, avec Isère, et bien récemment, ce qu'on appelle la critique génétique qui, si vous voulez, essaie d'attaquer les œuvres, de les critiquer à travers les brouillons, à travers les manuscrits, à travers les ratures, les erreurs, etc. Cette généalogie trouve un terreau fertile au Maroc. Dès les années 20, entre 20 et 50, une génération pose les premiers jalons. Abdelkrim Ghellab, l'un des fondateurs de l'Union des écrivains au Maroc, Djbar Shimi, certains qui ont occupé les pages culture de l'opinion, un certain Abdallah Memmes, qui était un universitaire, qui maîtrisait justement le nouveau roman. Les années 60-80 voient émerger une génération bilingue, ou parfois trilingue. Ahmed Liabouri, Mohamed Barrada, Hassan Lemni'i, Najib Aoufi, Abdelkader Chaoui, Ibrahim El-Khatib. Enfin, les noms sont nombreux, dans des revues spécialisées, parfois dans les suppléments littéraires, n'est-ce pas? C'est Ben Smaïl,
Si Serhani aussi, dans les suppléments littéraires de Tihad Shiraki par exemple, de l'Alam, Hassan Jmi, Mohamed Al-Ash'ari en sont des noms. La génération contemporaine affirme une ambition encore plus exigeante. Abdel Kbir Khatibi développe une genèse décoloniale. Abdel Fattah Kilito est peut-être l'un des rares à avoir été cité par Gérard Genette dans Figure 4. D'autres, comme Abdel Jalil Al-Hajomri, mènent une archéologie de la pensée littéraire contemporaine. Mohamed Miftah, Saïd Iqtin, Hassan Al-Bahraoui, Mohamed Bennis, Ahmed Bouzfour, Saïd Al-Allouch, Abbas Al-Jirari, Abbas Jirari, Mohamed Ben Sherifa, autant de noms qui dialoguent donc dans les deux langues. À leur côté, des universitaires, Rahmat Nkoul, Sana Rouati, Khalid Zikri, Hassan Moustir, Hassan Wahbi, Fouad Mehdi, la liste n'est pas exhaustive, et Simon El-Serhani également. Donc, pour m'aider, et ceci sert de balisage vraiment très superficiel pour attaquer la question avec nos deux spécialistes. J'ai le plaisir d'avoir à ma droite Si Abdullah Ben Smaïn, qui n'aime pas qu'on le présente autrement que journaliste. Moi je dis qu'il est journaliste, qu'il est écrivain, qu'il est bon, il arabe. Khatibi, on en parlait tout à l'heure, disait qu'il écrivait des poèmes, c'est quand même un grand compliment. Journaliste donc, Si Ben Smaïn, et vous ajouterez les qualificatifs que vous jugerez nécessaires. Et à ma gauche, donc professeur Mounir Serhani, vice-doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammedia, écrivain, poète, traducteur, essayiste et critique, et je mets le doigt dessus. Hein. C'est Serhani qui est aussi un critique d'envergure. Alors, je poserai une question, on procédera ainsi. Je poserai une question commune à nos deux invités, qui est une question que je jugerai un petit peu de catalysatrice, enfin de question qui sert de catalyseur, et je vous donnerai donc, vous adresserez à chacun une question. Alors, ma question, la première, c'est rapidement, et peut-être c'est le but, à quoi sert la critique? Sert-elle à évaluer les œuvres littéraires? Sert-elle à éclairer des zones d'ombre? Inciter à lire, et c'est justement dans l'argumentaire de cette table ronde, bâtir un dialogue? Sert-elle de médiateur culturel? La critique littéraire, qu'elle soit dans le média ou qu'elle soit dans le monde universitaire. Si voudriez-vous bien apporter donc de l'eau à mon moulin? Bon. Écoutez, la question est très large, elle est trop ample pour mes épaules, pour aller directement un peu à mon sujet sur la critique littéraire. Je dirais tout simplement que la critique littéraire est la science du texte littéraire, qu'elle fait parler à la manière du médecin légiste qui fait parler un cadavre. Pour moi, la critique littéraire, elle se situe un peu dans cette image-là. Et c'est une question aussi que je pose éventuellement à la salle. Pourquoi, quand vous voulez faire analyser un texte littéraire, ne vous adressez-vous pas à des littéraires de formation qui ont l'expertise nécessaire pour analyser une création littéraire? La critique littéraire, enfin, ce sont des outils pour analyser le matériau fiction, et Abdelila en a largement parlé. Il a cité plusieurs, entre guillemets, théories, donc plusieurs démarches, plusieurs auteurs qui ont marqué l'histoire de la critique littéraire. Et là, bien sûr, je ne m'avancerai pas sur ce chemin. Je sais que ma mémoire me ferait défaut, parce que le chemin est trop vaste, et c'est des choses effectivement sur lesquelles un littéraire ne peut pas ne pas avoir travaillé, ne peut pas ne pas connaître, par exemple, l'affrontement entre Proust et... Voilà. Et on peut en trouver, par exemple, entre Barthes et
Non, pas écho. Entre Barthes et celui qui avait écrit sur Racine, Picard. Entre Barthes et... Ça, c'est pour les littéraires. Mais ce que je voudrais, de façon beaucoup plus générale, c'est m'en tenir à cette définition. La critique littéraire, c'est la science du texte littéraire. Je voudrais m'en tenir à ça. Maintenant, pour la presse. La presse, il y a un grand... les critiques littéraires aussi, d'ailleurs. Pour la presse, elle n'est pas là pour faire la promotion des livres, pour faire la publicité. Dans tout journal qui se respecte, il y a deux services distincts. Il y a le service rédaction et il y a le service commercial, qui est la publicité. C'est la publicité qui s'occupe de la promotion. Ce n'est pas le journaliste. Le journaliste, il est dans une démarche d'information. Il n'est pas dans une démarche de promotion, d'aide à auteur ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on nous apprend dans le métier de journaliste, que j'ai eu quand même l'honneur ou le déshonneur de pratiquer pendant au moins une cinquantaine d'années, dont 40 en salle de rédaction. Et en salle de rédaction pratiquement culturelle. Hein. Et là, on reviendra sur la notion justement de journaliste culturel. Peut-être. Donc justement, cette question de la presse, on y reviendra largement. Si Serhani, la même question, à quoi servirait au conditionnel la critique littéraire? Alors bonjour, je vais commencer par remercier les organisateurs, bien évidemment, de cette rentrée littéraire particulière qui a rendu à Casablanca ce qui lui manquait. On a perdu le salon du livre. Là, on est en train de de réhabiliter, on va dire, la ville dans sa dimension culturelle, pour triompher plus ou moins sur l'urbanisme étouffant. Donc je remercie M. Alaoui, mon ami Fedwa Misk, bien évidemment, comme je remercie le modérateur qui a fait un aperçu qui m'a intéressé particulièrement de la critique littéraire ou de l'histoire de la critique littéraire. Donc je vais commencer par la métaphore utilisée par Saadullah, de considérer le texte de la littérature comme un cadavre. Pour moi, un critique littéraire n'est pas un nécrophile. C'est un grand lecteur, c'est la première condition. Donc du coup, je crois que la fonction première de la critique littéraire, au-delà des écoles, bien sûr, qu'on qualifie de scientifique, de l'approche socio-critique, de la psychocritique qui a considéré les écrivains comme des cas, et du coup, comme s'il y avait une dimension pathologique chez les écrivains. Tout ce qu'a fait même Freud lui-même, Lacan plus tard, Jung, Winnicott, bon, les noms que vous connaissez. Et ces approches, moi je crois que ça réduit l'œuvre d'art, ça nuit, on va dire, à l'esthétique du roman, même quand on parle de la sociologie du roman. Je cite ici Goldman par exemple, qui a réduit Don Quichotte, qui a réduit à mon sens Madame Bovary, donc il nous donne vraiment des schèmes ou des schémas plutôt théoriques et des concepts. Aujourd'hui je crois que c'est le problème de la critique littéraire exercée par les universitaires. Et donc, du coup, la critique littéraire, d'abord, c'est une lecture, c'est une réflexion, c'est une argumentation. Il faut absolument lire le texte, non seulement pour en faire la promotion, comme peut-être on va parler tout à l'heure du journalisme culturel, et qui ajoute une pierre à l'édifice. Il ne faut pas le nier parce qu'on en a besoin. Mais de l'autre côté, la critique littéraire doit se transformer, parce qu'aujourd'hui, au Maroc, elle n'est pas comparable, par exemple, à la critique littéraire exercée en France. Parce qu'au Maroc, la critique littéraire, c'est un centre d'intérêt, hein, c'est pas un métier, c'est pas une profession. Donc, ce qui fait, on peut pas faire le procès des critiques littéraires au Maroc. Comme on peut pas faire le procès des écrivains marocains, je peux développer bien évidemment ce point. Alors maintenant, la critique littéraire, c'est une manière de réfléchir sur le texte. C'est une manière de décrypter les enjeux cachés, l'implicite du texte. Peut-être même, je ne suis pas un partisan de l'école, on va dire biographique, qui
qui essaie d'associer l'homme à l'œuvre ou l'œuvre à l'homme, mais on peut nous servir justement du contexte social, du contexte socioculturel, peut-être même historique, parce que nous avons une littérature, à mon sens, encore jeune. Madame Fatiha Benani, qui est présente ici, professeure des universités, qui a fait tout un travail voilà, d'inventaire. Il a présenté un répertoire de la littérature marocaine qui, pour elle, commence en 1932. Moi, je vois ça quand même, cette jeunesse commence à prendre de l'âge. Mais en tout cas, c'est une littérature très jeune, la critique encore plus. Donc, pour moi, la critique littéraire, dans ses différentes versions exercices, c'est d'abord une bonne lecture du texte et c'est une réflexion, c'est une argumentation. On doit argumenter sans pour autant tomber dans la subjectivité, ou tomber dans la partialité, ou tomber dans la complaisance, encore pire. Donc, deux lectures qui finalement se complètent à mon sens. Donc, une lecture argumentée, scientifique pour Si Ben Smaïl. Maintenant, je sais que vous tenez à une distinction particulière au-delà de la médecine légale, qui est celle de journaliste. Vous faites une grande distinction entre journalisme culturel et critique littéraire. C'est-à-dire que le journaliste dit culturel n'est pas un journaliste littéraire. Alors, dans ce sens, est-ce que ce n'est pas un piège que je vous tends, Si Ben Smaïl, mais ne serait-ce pas quand même une lecture réductrice d'un certain journalisme qui finalement peut se hausser au niveau, enfin, on va dire au niveau de la critique littéraire universitaire? Pour rester avec la critique littéraire et rebondir sur la notion de journalisme culturel. Alors, quand je prends l'image du médecin légiste, le médecin légiste, vous le savez tous, je pense que vous avez vu suffisamment de films comme moi, il n'est pas dans la nécrophilie. Il est dans l'étude d'un corps qui est devant lui, mais qui ne peut pas s'exprimer, par exemple, lui dire comment il est mort, comment ceci ou cela. Le médecin légiste n'est pas dans la nécrophilie. La nécrophilie, je prendrais le terme plus dans la dimension, disons, psychanalytique du terme, qu'au niveau médical, scientifique du terme. Pour moi, la critique littéraire, elle est dans la science du texte littéraire. Tu en as parlé, on a parlé de sociologie, de sémiologie, on peut parler de psychanalyse, dont je peux parler effectivement un peu en long et en large. Mais si, à mon avis, si on ne s'adresse pas au littéraire pour nous expliquer le texte littéraire, c'est parce qu'il y a un problème, au fond, de reconnaissance de l'expertise des facultés des lettres quant à parler de la littérature. Il faut poser les problèmes. Si vous êtes médecin, par exemple cardiologue, et on ne fait pas appel à vous pour parler du cœur de quelqu'un, il y a un problème quelque part. Alors, vous êtes littéraire, vous êtes formé. Il y a des gens qui font 7 ans, 8 ans d'études en littérature. Tout à l'heure, tu as parlé d'Abdallah Memmes. Abdallah Memmes était docteur en littérature. C'est un enseignant. Je peux parler d'Abdallah Memmes parce que dans le journalisme, c'est avec lui que j'ai commencé. C'est mon maître, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est lui qui a guidé mes pas dans la lecture journalistique des livres. Et là, on revient à journalisme culturel. Dans le journalisme, vous savez, quand vous arrivez dans une rédaction est structurée, contrairement à ce qu'on peut croire. Elle est structurée en service par rapport aux rédactions. Il y a la rédaction culturelle, qui n'existe plus pratiquement dans aucun journal. À l'opinion, on avait un service culturel qui arrivait parfois à dépasser en audience la page sport. Les suppléments sport, on arrivait à le dépasser. L'Alam a toujours le supplément culturel, c'est une tradition qui se perpétue depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. L'opinion, malheureusement, l'expérience a été bloquée, elle a été arrêtée. Maintenant, par exemple, il y a une rédaction économique, par exemple. C'est pas celui qui est de la rédaction économique qui va nous parler d'un livre. Et si l'économiste parle des politiques publiques, il ne parlera pas des entreprises.
C'est pas sa spécialité. Il y a des spécialistes qui parlent de l'entreprise. Il y a des spécialistes dans la rédaction économique aussi qui vont parler de l'agriculture. Dans les services culturels, des journaux, dans le journalisme culturel, par exemple, je prends l'exemple de l'opinion où j'ai débuté, où j'ai fait ma carrière principalement. On était plusieurs dans la rédaction culture, du supplément culturel. Il y avait Abdullah Memmes qui était le grand ordonnateur donc, du supplément. Il y avait moi-même, je n'écrivais que sur les livres. Et en parallèle, j'étais aussi localier. Il y a ce qu'on appelle le journalisme local aussi. Localier, ça veut dire que vous n'écrivez que sur votre ville. Et moi, dans cette page locale, je ne couvrais que les expositions de peinture, que les conférences, que les colloques, les débats. Dans la page locale, ça paraissait pas dans la page culture. La page locale. Pour la page culture, qui étaient nos collaborateurs? Il y avait moi, donc moi-même je suis littéraire de formation. Le reste, tu interviendras. Il y avait Abdelkader Ben Abdullah, qui préparait une thèse sur la sémiotique de l'image. Et c'était lui qui écrivait sur le cinéma. Il y avait Abdou Achouba, que beaucoup connaissent peut-être dans la salle, qui est un cinéaste. C'était lui qui écrivait sur le cinéma. Ben Abdullah aussi écrivait sur le cinéma, comme il faisait sa thèse sur l'image, donc il écrivait. Et on avait quelqu'un que vous avez peut-être connu, que beaucoup de gens connaissent ici, on avait aussi Taïeb Houdeifa. Taïeb Houdeifa était linguiste. Et il n'écrivait pas sur n'importe quoi. Et quand il écrivait sous l'angle de son expertise, qui est la linguistique. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais aussi clore, si j'ose dire, mon intervention. Le journalisme, bien sûr, de l'extérieur, on a quelque chose d'informel. C'est une masse informelle, c'est un journal, c'est le matin, c'est l'opinion, c'est je ne sais pas quoi. Mais à l'intérieur, il y a une organisation, c'est une fourmilière. Chacun a ses missions. Oui. Vous voyez peut-être qu'on continuera la discussion. Oui, après, oui, bien sûr. Alors, justement, il y a un élément qui m'a interpellé dans le début de l'intervention de Si Ben Smaïn, qui servirait peut-être de pont avec Si Serhani, c'est la question de l'université, n'est-ce pas? Donc, Si Ben Smaïn disait qu'on garde l'université à l'extérieur peut-être de la critique littéraire dans le journalisme. Si on voyait la question donc inversement, Si Serhani, que fait l'université aujourd'hui justement pour la critique littéraire? Est-ce qu'on peut parler aussi d'une certaine résistance dans les thèses, dans les PFE, dans les mémoires, à se lancer justement dans l'exercice, on va dire, de médiation culturelle qui serait celui du journalisme? Sinon, la question que j'avais finalement posée, quelle est la part de la responsabilité de l'université dans ce chaînon manquant? Oui, alors si j'ai bien compris la question, alors on fait vraiment une séparation, une rupture qui existe peut-être déjà entre ce qui se fait à l'université, au service de la littérature, du texte écrit au Maroc, de différentes langues, et la critique littéraire. Alors, dans le journalisme, oui, mais il y a une réponse synthétique, c'est que il y a de la critique littéraire publiée par des universitaires dans la presse marocaine. Mais je crois il est majoritaire. Autrement dit, je ne vais pas, bien évidemment, la presse ou le journalisme culturel n'est pas réductible à des textes brefs qui concernent plus les parutions et des journalistes qui reprennent, pas souvent en tout cas, le texte de 4e de couverture, avec le prix du livre, avec quelques mots sur l'auteur. Moi, je crois on peut pas parler de critique littéraire. Alors, la critique littéraire, elle est exercée soit par des journalistes chevronnés, par des journalistes culturels au sens vrai et propre du mot, c'est-à-dire ils sont dignes de ce nom,
Mais la majorité des critiques littéraires sont des universitaires à la base, ou des doctorants qui préparent une thèse sur un texte littéraire marocain. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un hiatus, il y a une rupture entre les médias et ce qui s'écrit à l'université. Alors maintenant, à l'université, nous avons des laboratoires avec des axes de recherche. Ça peut être un axe de recherche dédié spécifiquement à la littérature marocaine, de langue arabe, de langue amazigh ou de langue française, etc. Et on fait des PFE de licence ou des mémoires de master ou des thèses de doctorat sur Khaireddin, sur Benjelloun, sur... moi, j'ai une étudiante qui a travaillé sur Lamia, qui est ici présente aujourd'hui. Elle a fait son master sur son œuvre. Mais le problème, c'est un problème de médiatisation. C'est-à-dire qu'un texte... publié par un journaliste pour faire un texte qui a un caractère promotionnel, qui fait, on va dire, du marketing pour l'auteur ou pour le roman, peut avoir le sort ou le destin d'être plus visible que une critique littéraire faite par un universitaire. C'est-à-dire que, et là je fais partie des universitaires, mais quand même, je peux marquer une distance par rapport au corps professionnel auquel j'appartiens, c'est que de l'autre côté, les universitaires vivent dans un cercle réduit. C'est comme une secte, c'est-à-dire on se lit réciproquement, on soutient des mémoires et des thèses à huis clos, bien que la soutenance soit publique, mais en tout cas, c'est prêcher, comment on appelle ça, prêcher les convaincus, quoi. Donc ce qui fait, c'est ça le problème, c'est un problème de communication, c'est un problème de médiatisation. Alors maintenant, si je vous dis les noms sur lesquels les étudiants ont travaillé, que ce soit à l'université Hassan II de Casablanca, parce qu'on est à Casablanca, ou bien à Rabat, ou Qadaïa dans Marrakech, ou à Bni Mellal, il y a un intérêt extraordinaire pour la littérature marocaine, de différentes générations, de la littérature comparée pour faire de la critique littéraire sur la littérature marocaine, alors le grand public peut-être n'a pas accès à ce travail scientifique, académique, etc. Il y a un autre problème aussi, c'est un problème de langage. C'est que les universitaires, ça c'est le problème de la culture au Maroc à mon sens, c'est que quand on parle culture, c'est un langage codifié que personne ne peut comprendre. On a même une image sur les écrivains comme des gens isolés, des marginaux, etc. Moi je crois que c'est très classique, c'est très dépassé. On ne peut pas maintenant être dans l'attractivité. Il faut rendre un écrivain sexy, il faut rendre la littérature sexy, si vous permettez le terme. Il faut vraiment pratiquer une certaine séduction. Ouais. Donc ce qui fait, il faut pas, même les émissions culturelles aujourd'hui que nous avons, qui passent à la télé marocaine de manière générale, ou même des podcasts, c'est toujours la culture, c'est toujours un silence, c'est l'ombre, même l'éclairage n'est pas bien travaillé, c'est-à-dire que ça ne concerne qu'une minorité. Moi je ne suis pas pour cet élitisme, que ce soit pour la littérature comme pour la critique littéraire. Et donc ces ruptures, il faut les briser entre l'université et les médias, entre l'université et le journalisme culturel, parce que, à mon sens, elles se complètent mais merveilleusement, quoi. Oui. Donc je sais que c'est Ismaïl s'impatiente justement pour, mais avant, et je vous laisserai tout de suite donc le droit à la parole. C'est en écoutant Serhani parler, en tant qu'universitaire aussi, je crois qu'il y a le chaînon manquant n'est pas peut-être la critique littéraire, mais justement une certaine médiation entre les deux. La question que je vous poserai, et je vous laisserai bien sûr le loisir de rebondir sur les propos donc discutés ici même, c'est, nous savons tous les contraintes, que ça soit donc au niveau donc de l'espace, donc de ce qui se passe dans le journalisme culture. Pour écrire une critique littéraire, il faut respecter donc un certain code journalistique, si vous voulez. Mais aussi, justement, quand les universitaires sont sollicités par la presse, ou parfois quand ils le font de leur propre chef, comment font-ils, et justement comment le journaliste culture aussi fait-il, pour ne pas trahir la rigueur et la scientificité de l'université sans tomber justement dans ce jargon, parfois un peu trop hermétique, un peu trop opaque pour un lecteur finalement qui s'intéresse juste à lire un livre. Comment la presse peut-elle réussir le défi, la presse culture, journalisme culture, peut-il réussir le défi de dire en vulgarisant sans non plus donc trahir la rigueur et la science de la critique? C'est Ibn Smaïl. Alors,
Bon, merci. De toute façon, ça complète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je devais continuer par ces termes. Donc, dans la presse, il ne s'agit pas de faire de la critique littéraire universitaire dans la presse, mais d'en adopter la rigueur et la méthodologie qui consiste à privilégier l'argument qui s'appuie sur l'œuvre elle-même et non sur l'affirmation. Ou, bon, on pourra en parler. L'exemple pertinent de cette démarche est représenté, je vous ai parlé tout à l'heure de l'opinion culturelle, par les membres qui animaient ces pages-là, c'est des universitaires. C'est des gens qui maîtrisaient leurs outils et qui, quand ils parlaient d'un livre, parlaient sous l'angle de leur expertise, sans bien sûr, si vous voulez, l'écriture universitaire. Ils passent à l'écriture journalistique, qui est, si j'ose dire, verbe, sujet, complément. Et s'il vous plaît, quand vous utilisez un adjectif, vous demandez l'autorisation. Parce que l'adjectif, vous le savez aussi bien que moi, c'est le siège de la subjectivité. Donc, quand vous utilisez un adjectif, déjà, vous prenez position par rapport à quelque chose. Et l'exemple que je donne dans cette démarche méthodologique, dans cette rigueur, c'est les chroniques de Abdeljalil Al-Hajomri, qui est universitaire bien connu, qui a dirigé l'école normale supérieure de ce pays, qui est maintenant le secrétaire perpétuel de l'académie. Et c'est l'exemple que je donne pour les critiques. Il n'est pas universitaire, Al-Hajomri. Il n'est pas journaliste. Il est universitaire. Mais il a compris, je dis il a compris cet ordre, il naît aussi. Quand il écrit, ce n'est plus celui qui a écrit le livre sur les trucs coloniales du Maroc, mais c'est un journaliste, c'est-à-dire avec un langage, si j'ose dire, de journaliste. Et les travaux de Al-Hajomri, si vous êtes intéressé par le lire, il a publié au moins 3 volumes de ces chroniques qu'il a publiées. Et le dernier volume, ça s'appelle justement « Chronique de mes incertitudes ». Bon, je peux vous dire, c'est pas un secret, mais quand il parle de ces incertitudes, effectivement, Abdeljalil, à un moment ou à un autre, se pose la question de l'utilité de la littérature et de l'utilité d'écrire sur cette littérature. C'est un peu ça qui rejoint l'incertitude. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors, pardon. Alors, pour l'universitaire, je reviens sur la question. Regardez le travail qu'ont accompli des revues comme Telle Quelle en France, comme Communication. Regardez le travail, par exemple, que fait dans le journalisme Columbia University Review. Regardez, par exemple, en économie ce que fait Harvard Business Review. Au Maroc, vous l'avez, bon, c'était pas du journalisme. Par exemple, Souffle, vous le savez, Souffle a été l'initiateur d'une révolution. Je ne dirais pas culturelle, mais littéraire dans ce pays. C'est lui qui a donné naissance à Intégral. Et Intégral a donné un peu une voix au groupe de Casablanca en peinture. Séparer le journalisme de l'université, à mon avis, c'est un peu aléatoire, parce que les journalistes qui écrivent sur la culture proviennent pour l'essentiel de l'université. Nous ne sommes pas dans la création de contenu, hein. C'est des spécialistes, mais qui maîtrisent les codes, comme tu as dit tout à l'heure, du journalisme. C'est informer. Ça veut dire rapporter les faits et avec des arguments quand on veut les discuter. Il faut argumenter comme à l'université. Mais, sauf qu'au lieu de faire, par exemple, 20 pages, ben, vous serez amené à ne faire que 3 pages. Parce que justement, l'espace, la contrainte de l'espace et beaucoup d'autres choses. Voilà ce que je voulais ajouter. Réagir juste par rapport aux revues. Bien sûr, bien sûr. C'est un problème soulevé par Abdallah. Effectivement, c'est le. Aujourd'hui, je sais pas, je dois pas dire le manque de revues littéraires, moi je crois que je peux dire l'absence. Parce que la dernière, c'était le magazine littéraire fait passer Abdeslam Cheddadi, qui a. C'est bon. Ça n'a pas. Mais avant, c'était bon, Souffle, Malif ou Aqlam, etc. Il y a de très bonnes expériences, mais aujourd'hui, on manque de revues destinées, dédiées à la littérature, malheureusement.
Mais je peux prendre une expression utilisée par C. Abdallah, c'est qu'on n'est pas des créateurs de contenu, ben, on doit le devenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une contrainte. Alors, comment arriver aux jeunes aujourd'hui? Pourquoi ne pas faire des podcasts littéraires ou sur la littérature critique? Je crois qu'on doit changer d'approche. Parce qu'on a un autre public, un public jeune qu'il ne faut pas laisser isolé, peut-être même exploité par des idéologies. Donc je crois que la culture, c'est ça son rôle, c'est d'adhérer à la cité, c'est d'éduquer les jeunes d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, on publie des textes ou on publie des vidéos. Les réseaux sociaux, c'est vraiment aujourd'hui au service des écrivains. On se sent moins seul. Au service des littéraires, on se sent moins seul. Et on ne peut pas opérer sans justement cette composition avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un terme que je n'aime pas, mais que je crois qu'on doit le convertir en quelque chose de positif, c'est d'influencer. Voilà, il faut devenir influenceur, mais voilà, parce que le problème, c'est que moi j'appartiens à une génération, on a grandi dans cet esprit de mythification des choses, la mythification des écrivains, comme le dit, je crois, c'est Mohamed Choukri qui a dit ça dans Zamal Akhta. Lorsqu'il était enfant, il croyait que tous les écrivains étaient morts. Parce que justement, dans les manuels scolaires, on ne va pas trouver Rachid Khalès ou Lamia ou on va trouver que des morts. Donc, Émile Zola, Balzac, Najib Mahfoud, Tawfiq al-Hakim. Donc, pour devenir écrivain, apparemment, la condition qu'il faut remplir tout de suite, c'est de mourir. Donc, il faut vraiment un acte de décès. Je crois qu'il faut changer les choses. C'est-à-dire que de son vivant, l'écrivain doit être programmé. À l'école primaire, au collège, au lycée. Les jeunes, comment ils vont connaître les écrivains marocains? D'abord, il y a le roman, avec tout le respect que je dois à cette sommité qui est Sefrioui, ou qui est la boîte à merveille. C'est une génération qui a vieilli aujourd'hui. Le bac en 2005, où ils avaient la boîte à merveille. D'abord 2025, il y a encore la boîte à merveille. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait cet effort. C'est-à-dire, vraiment, il faut, je ne sais pas, on va appeler ça un partenariat en convention entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Et la culture aujourd'hui, heureusement qu'on a ajouté un autre secteur au ministère de la Culture, à savoir la communication et la jeunesse. Donc ce qui fait, vraiment, c'est un triangle qu'il faut absolument exploiter. Inviter les écrivains dans les écoles, moi je crois qu'on aura énormément de lecteurs. Si on compte pas les milliers, mais peut-être millions d'élèves que nous avons, pas uniquement aussi, c'est un autre problème, c'est la culture comme un exercice qui ne dépasse pas Rabakaza. Non, il faut aller vers les autres villes, vers les périphéries, là où il y a plus de profondeur des fois. Hein. Oui. Donc ce qui fait, c'est voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est par rapport à la critique littéraire. Là encore, quand elle est pratiquée par les universitaires, c'est un problème à mes yeux, très scientifique, très académique, c'est du charabia, personne ne comprend, c'est des concepts, c'est beaucoup de, voilà, on parle, voilà, c'est un jargon vraiment très spécialisé. Pour moi, c'est pas de la critique littéraire. De l'autre côté, le journalisme, dont la finalité c'est d'informer, moi je crois que la critique littéraire n'a pas la fonction d'informer, a la fonction d'argumenter, d'analyser. C'est une réflexion, c'est un effort de réflexion. Voilà. Si Serhani, et c'est une question que je poserai à nos deux intervenants. Je commencerai quand même par Si Serhani parce qu'il a évoqué cette question. D'après ce que j'ai compris modestement de nos deux intervenants, c'est que on demande aux journalistes d'être universitaires, mais pas beaucoup, et de demander aux universitaires d'être à un moment donné journalistes, mais pas trop. Peut-être que, et nous avons eu cette discussion, Si Serhani, qu'il faudrait, vous avez parlé de mort, de ces auteurs qui sont morts, peut-être qu'il faudrait faire naître maintenant une nouvelle profession au Maroc qui existe ailleurs, qui est celle du critique professionnel, du critique littéraire professionnel à part entière. C'est une question très optimiste. Parce que déjà, un écrivain au Maroc, c'est pas un métier. Ouais. D'abord, un critique littéraire va devenir professionnel, franchement, c'est trop dire. Parce que vous savez très bien que dans l'industrie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie culturelle, il y a l'industrie du livre. Ça commence par le concepteur, qui est l'auteur. Vous savez que c'est le parent pauvre de la chaîne. Les éditeurs, moi j'ai envie de dire que les éditeurs sont riches, les écrivains sont pauvres. Une manière de dire que voilà, l'auteur aujourd'hui doit se chercher un éditeur.
il doit faire la promotion de son livre, limite tout faire, tout simplement parce que nous n'avons pas une production livresque, nous n'avons pas une industrie du livre. Il y a un soutien, mais c'est un soutien pour les éditeurs, pour qu'on soit édité, et qui a diminué, c'est en compte depuis 2017 par exemple. Donc ce qui fait le problème, c'est un problème de financement, c'est un problème de soutien, et généralement les écrivains, je crois comme les artistes au Maroc, ce sont des compétences individuelles. Là, il y a des fois, je me dis, mais si les Marocains décident de ne plus écrire, de ne plus faire de la peinture, on n'est pas payé pour ça, il n'y a pas de cadre, etc. Alors, on n'aura plus d'acteurs culturels, on n'aura plus d'écrivains, on n'aura plus d'œuvres. Le ministère de la Culture avait entamé une fois les résidences d'auteurs, c'est très modique, mais en tout cas, je me suis dit, oui, le fait de donner la possibilité à un écrivain de faire son projet et d'avoir une résidence littéraire, c'est excellent. Avec Souria Jbran, il y avait un projet mais qui n'a pas abouti, c'était comment on appelle ça, c'était de libérer, entre guillemets, les écrivains et les artistes de leur profession. C'est-à-dire s'il est enseignant, il n'est plus enseignant, mais il est payé pour ça, mais il ne fait qu'écrire. Comme on avait voulu faire une institution sur la traduction littéraire. On n'a pas d'institution, on n'a pas de fondation ni d'établissement d'État consacré à la traduction littéraire. Qui traduit notre littérature? Et vous savez très bien que la littérature marocaine, elle est polyglotte, elle est plurielle par rapport à la langue. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui écrivent en russe, en chinois, en anglais bien évidemment, en espagnol, bien sûr, les langues nationales, en amazigh, en arabe, en français, ça fait longtemps, mais avec un autre esprit. Voilà. Et donc, ce qui fait, moi, je crois, cette pluralité linguistique que nous avons dans notre littérature, c'est une cartographie extraordinaire qui relève ou qui soulève un autre problème. Vous allez être peut-être surpris, ou bien je vais vous paraître quelqu'un qui exagère, mais par exemple, les écrivains de langue arabe, des fois, ne communiquent pas avec les écrivains de langue française. Les écrivains de langue française ne communiquent pas avec les écrivains de langue amazigh. Les peintres ne connaissent pas les cinématographes. Les cinématographes, moi je regarde un film marocain, je me dis, mais on n'a pas d'écrivain au Maroc. Alors, c'est ça l'intrigue, donc on n'a pas d'écrivain au Maroc. Vous voyez, donc ce qui fait, il y a des îlots au Maroc. Dans la culture, dans la cartographie marocaine, nous avons des îlots, voilà, et des ruptures. Voilà, il faut ramasser ce puzzle avec un projet national qui va toucher non seulement au cinéma, à la peinture, à la littérature, à la critique littéraire. C'est là où on peut parler d'industrie culturelle. Non. Ismaël, est-ce que vous pouvez soutenir cet optimisme aussi? Pouvons-nous le faire? Non, non, moi je n'ai pas à être optimiste ou pessimiste. Ce que je voudrais vous dire, vous avez dû voir souvent dans les films le juge qui dit à l'avocat, venons-en au fait, maître, venons-en au fait. Dans la presse, on nous dit la même chose. Aux journalistes, on lui dit les faits. Quels sont les faits? Les faits, écrivain à ma connaissance, n'est un métier dans aucun pays. À ma connaissance. Maintenant, combien d'éditeurs, par exemple au Seuil, combien d'auteurs ont un salaire mensuel? Ça, même YouTube entre nous est en train de penser à faire un statut aux YouTubeurs. Bien sûr, la question financière de l'écrivain ou de n'importe qui se pose. S'il fait un travail, il doit être rémunéré quelque part. Mais pour qu'il soit rémunéré, il faut qu'il satisfasse à quelques données peut-être, à quelques exigences de l'éditeur. Comme dans le journalisme, on ne vient pas, on écrit, on est payé. C'est pas vrai. Pour être payé dans un journal, il faut être recruté pour avoir un salaire. Ça, c'est des débats. Moi, je vous dis encore, venons-en au fait. Pour revenir à la promotion dans la presse, vous savez, la charte de Munich qui encadre la déontologie du travail des journalistes, elle interdit de faire de la publicité. Pas les autorisations, parmi les interdictions faites aux journalistes, c'est justement de faire de la publicité à n'importe quel produit. Et le livre est un produit. Ça juste rapidement hein, pour la promotion.
Mais encore une fois, il ne faut pas confondre le travail de journaliste avec le travail marketing ou le travail du publicitaire. La question, pour revenir aux professionnels de la plume, aux universitaires, je reprends encore des exemples de revues. Regardez par exemple le New York Times Book Review. C'est un supplément qui est là depuis des décennies, je crois, et qui fait autorité. Regardez en France la Quinzaine littéraire. C'est un magazine qui existe depuis des décennies et qui fait autorité. Pourquoi on n'a pas quelque chose qui ressemble à ça? Pourquoi? On avait essayé avec Sindbad dans les années 80, mais ça a duré 9 ans à peu près. C'est une expérience, c'est une revue qui a duré 9 ans. Maintenant, pour l'édition, excusez-moi de faire part encore de mon expérience personnelle, je suis un des membres qui ont organisé le colloque sur l'édition du livre et la diffusion. Et c'est ce colloque-là qui a donné naissance au Salon du Livre, que vous connaissez actuellement, et qui a donné naissance au prix Atlas de l'ambassade de France. Donc, c'est des problématiques que je maîtrise non seulement bien sûr en tant que journaliste, mais qui me touchent aussi en tant que, tout à l'heure, c'est Abdellah a parlé de moi comme écrivain, mais je suis désolé, j'ai à peu près une dizaine de livres qui ont été publiés par des éditeurs professionnels. Moi, je ne fais jamais de compte d'auteur. Je ne paye jamais un éditeur. Où il publie, il accepte, tant mieux pour moi. C'est vrai, vous avez raison, je peux vous dire que j'ai pas gagné ma vie avec ça, hein. Ça, je peux le dire. Pour mon premier livre, j'ai eu 4000 dirhams. C'est vrai qu'il avait été épuisé. Mais c'était une occasion comme ça. Mais pour les autres livres, même en France, j'ai publié un livre en France, eh bien, croyez-moi que pour avoir mes droits d'auteur, j'ai dû les récupérer en nombre d'exemplaires. Et comme les exemplaires étaient au Maroc à Soche Press, j'ai eu cette idée-là. J'ai dit à l'éditeur, ne m'envoyez pas d'argent, parce que chaque fois il me trouvait un prétexte. Le dégât des eaux, ceci, cela. Je lui ai dit, je prends, si vous permettez, je vais prendre les exemplaires qui sont ces choses presse. Et ça a été un peu mes droits d'auteur sur mon livre publié en France. Voilà. Parce que, encore une fois, je termine là pour ne pas dire, encore une fois, les faits, rien que les faits. Revenons-en aux faits maîtres. C'est bien beau. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Il y a énormément de choses qui devraient être faites et qui peuvent être faites. Maintenant, pourquoi elles ne sont pas faites? Je suis désolé, c'est pas des mots, hein. Il faut aller aux choses concrètes. On ne peut pas faire une revue avec 1000 dirhams. Celui qui croit qu'il peut faire un mensuel avec 5000 dirhams, il se trompe. Vous voyez? Juste pour, on est sur la même longueur d'onde. Sabla donne un très bon exemple de cette souffrance d'écrivain. D'abord, on ne parle plus de souffrance par rapport à l'écriture, mais par rapport à l'édition, par rapport à ce manque de projet. Moi, j'appelle ça projet. Sabla s'est posé la question pourquoi nous n'avons pas une revue, pourquoi nous n'avons pas des faits. On se compare. Moi, je trouve que la comparaison, quand même, elle est très difficile pour moi de nous comparer à des revues aux États-Unis ou à des revues en France, parce que il y a ce qu'on appelle les politiques publiques, les politiques culturelles. Les politiques culturelles, je sais pas, on s'intéresse plus au gaming qu'aux livres. Donc, ce qui fait, franchement, il faut s'inscrire. C'est pas l'affaire de Sibin Sbaïl ou de Serhani ou de Tankoul ou des compétences individuelles. Elles sont limitées dans les moyens, comme elles sont limitées dans la logistique, comme elles sont limitées dans. Moi, je crois que le projet doit être un projet national. C'est ce que je revendique, voilà, de manière très claire. Ouais. Donc là, un auteur, un écrivain qui va demander des droits ou il va les recevoir en termes d'exemplaires, c'est ce qui se fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est Abdallah, et vous le savez très bien. Mais les salons, est-ce qu'on envoie les écrivains aujourd'hui aux salons internationaux? Et les prix, le prix dont vous avez parlé, qui était vraiment une zone de lueur au Maroc, le prix Grand Atlas, non seulement pour la littérature, mais aussi pour la traduction. Le prix Mamounia, qui a disparu.
Il n'y a plus de prix littéraire au Maroc. Il n'y a que le prix du livre, voilà, du Maroc, exactement. Voilà, donc, regardez. Non, je vais poser une question à Serhani et peut-être donc aussi poser une dernière question à Sibn Smaïl. Bon, ma question, elle va aller un petit peu dans un sens un peu différent. C'est une remarque, peut-être que c'est un fait avec Haïté. C'est que certains écrivains, parfois, sont sollicités par des pairs, par des PAIRES, par des confrères, justement pour, on va dire, étayer, pour soutenir le projet le projet littéraire qu'ils ont. Un roman, voilà, un recueil de poésie. Donc il y a une certaine écriture mutuelle qui se fait entre écrivains. Et donc l'un prend la casquette de... Et bien sûr, c'est une pratique qui a toujours existé au 19e siècle. Ma question, c'est Serhani, oui. Ben oui. Jusqu'où peut-il y avoir, et je vais ne pas mâcher mes mots, complaisance, et jusqu'où peut-il justement avoir conflit d'intérêts, puisque ça devient quand même pléthore à certains moments. Oui, alors je vais peut-être résumer ta question, c'est que c'est pas une critique littéraire pour moi. Hein. Des écrivains qui écrivent sur les œuvres de leurs confrères, des fois, ça peut ressembler à une critique littéraire, mais généralement, c'est des papiers, on va dire, qui peuvent être complaisants. Moi, je n'y trouve aucun problème parce que on n'est pas nombreux au Maroc. De différentes générations, là, il y a voilà, quelques écrivains à mon sens parce que j'ai dit que c'est une littérature très jeune et du coup on va pas en plus c'est rare, ils sont rares les écrivains qui écrivent sur d'autres écrivains. Il y a un écrivain qui s'intéresse à son œuvre, il est dans sa coquille, dans sa bulle, et il peut même ne pas lire les autres, ne pas lire les autres œuvres écrites en même temps, contemporaines, concomitantes par rapport à la sienne. Mais généralement, moi je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne culture qu'un écrivain écrive sur un autre écrivain, qu'un peintre assiste à l'exposition de son confrère, etc., etc. Qu'il y ait un dialogue, c'est le travail que fait aujourd'hui la Fondation et le Conseil qui s'intéresse aux écrivains du monde, des écrivains marocains. Mais on a connu pas mal de noms. Moi, hier, j'avais présenté Rim Batal. J'étais très heureux de rencontrer cette jeune femme, très bonne écrivain. Je me suis dit, voilà, il faut installer ces ponts. On n'est pas nombreux de 1, de 2, il faut se connaître, il faut faire cette séparation. Là aussi, on a été élevé dans ça. Un écrivain confirmé, un écrivain, moi je déteste l'expression, un écrivain en herbe. Ça veut dire quoi un écrivain en herbe? Franchement, une manière de dire qu'il est néophyte ou un débutant. D'accord, mais il doit être accompagné par ses pairs et non pas hiérarchisé, on va dire, entre textes littéraires ou bien entre littérature. C'est-à-dire qu'on doit nous doter d'une certaine tolérance esthétique ou une certaine tolérance, voilà, tendre la main aux jeunes. J'ai suivi la page de Fedouamis que j'ai appris qu'il y avait, on a parlé d'ateliers. Voilà, un écrivain doit devenir, et c'est ma dernière phrase, un écrivain doit devenir un activiste culturel. Il doit devenir un acteur au sein de la société et de la cité et il doit arrêter de vivre dans sa zone de confort, ou sa tour d'ivoire, tout ce que vous voulez, comme un être mal compris ou incompris, ou comme un génie, ou comme un maudit, tout ce que vous voulez. Non, un écrivain doit faire partie de son corps social, de sa culture, de sa langue, de sa patrie, et du coup, il doit écrire l'histoire. Merci. Oui, bah si, Serhani, ça mérite des applaudissements, ce mot, activisme littéraire. Donc si Serhani, sa thèse, si j'ai bien compris, et je crois l'avoir bien comprise quand même, c'est que il faut encourager ce genre de pratique, qu'un écrivain écrive sur un confrère, qu'on fasse justement qu'un écrivain écrive sur un plasticien, voilà. Je sais que c'est sans tomber dans la complaisance, toujours dans les arguments, n'est-ce pas? Vous utilisez beaucoup le mot argument. Ma question à Sibn Smaïl, je sais que vous êtes
je sais que vous n'êtes pas nostalgique, vous parlerez plutôt de constat. C'est que dans les années 70 et les années 80, ce genre d'émulation et ce genre de pratiques très saines, qu'on écrive donc mutuellement les uns sur les autres, étaient quand même très courantes. Où s'est perdue cette flamme? Enfin, si j'ose dire qu'elle s'est perdue aujourd'hui. Pourquoi on parle des années 70, 80, peut-être même les années 90 comme d'une époque perdue d'un certain dialogue entre les médias, l'université et donc tous ceux qui sont dans les métiers du livre? Oui, rapidement, il y a des mutations qui s'opèrent sous nos yeux. Parfois, nous arrivons à les accompagner, parfois non. Dans le domaine culturel, j'ouvre une petite parenthèse. Un projet de revue, c'est un projet culturel, mais c'est aussi un projet économique. Et je suis désolé de dire que la plupart du temps, nous parlons de beaucoup de choses, mais comment décliner ce que nous disons en action? Sur le problème des subventions, je suis désolé, l'ambassade de France donnait des subventions aux livres. Le ministère de la Culture donne toujours, il a un budget annuel pour publier des livres. Le problème n'est pas là, nous sommes en train de parler, comme disait Serhani justement, qu'est-ce que moi je donne à la culture, qu'est-ce que je donne aux livres. Voyez, en parlant de financement du livre, depuis que je suis à la retraite, j'écris, je travaille pour moi-même, mais j'ai essayé l'édition dans ma vie. Je me suis cassé la gueule complètement. Parce que je ne suis pas un financier. Et vous savez ce que disait le directeur de Jeune Afrique aux journalistes chez lui qui partaient pour créer des projets de journalisme, de presse. Il leur disait, et on lui demandait pourquoi ils se cassent tous la gueule. Il leur dit, ce que je leur conseille, c'est de prendre avec eux un comptable et qu'il ait le droit de veto sur le projet. Et il a raison. C'est beau de dire on va faire une revue, pourquoi on ne fait pas une revue? Non, il faut se mettre à table et faire un projet. Combien ça va me coûter? Moi-même, je vais travailler peut-être 10 heures par jour. Ça veut dire que je ne vais pas avoir de vie familiale, je ne vais pas avoir ceci, cela. Et comment je vais compenser ça? Quand on parle, par exemple, des revues, moi, je me rappelle Sindbad, on l'avait lancé, c'était en 1982, je pense. On l'avait lancé avec 12 000 dirhams. Mais il y avait quelque chose, il y avait un capital. Il était symbolique, mais il y avait un capital. L'MLIF, c'est la même chose, je ne me rappelle plus du chiffre, mais l'MLIF avait mis de l'argent pour lancer sa revue. Le Kalima que beaucoup de gens ont connu peut-être ou connaissent, à ma connaissance, c'était un capital de 2 millions de dirhams qu'il avait mis. Et il aurait arrêté la revue avec une perte chiffrée. Et il le dit, j'ai perdu dans l'affaire 3 millions de dirhams. Et ça, c'est cette dimension-là aussi qu'il faut voir. Parce que pour la dimension des subventions, moi personnellement, c'est un avis personnel que je peux argumenter, que je peux défendre en tant que journaliste, et la liberté de la presse, la liberté d'expression. Quelqu'un ne peut pas vous donner de l'argent comme ça gratuitement, qu'il soit ministère ou institution, n'importe quelle institution. L'ambassade de France le fait pour son soft power. Le ministère de la Culture, demain, il va voir un livre qui ne correspond pas, disons, aux valeurs de la nation. Vous croyez qu'il va vous le publier? Mais non, attention. Encore une fois, comme dirait le juge, venons-en au fait, maître, venons-en au fait. Alors, je crois que c'est le moment pour moi de remercier encore une fois donc le book club le matin, avant d'applaudir, en le nom de Si Alaoui, Ali Sossi et Fdoua Misk pour la généreuse invitation, mais aussi pour tout le projet prometteur. De remercier la salle d'avoir été si attentive et de m'excuser pour ceux qui n'ont pas pu intervenir
le temps ne le permet pas, justement parce que si a Ali un Soussi programme. va annoncer des choses très sympathiques à venir. Bon, quant à nous, donc, je vous plutôt invite à continuer la discussion dans les couloirs. Et voilà. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, c'est Ila Krim. Merci beaucoup pour cette modération vraiment extraordinaire. Un grand merci à nous deux intervenants, c'est Serhani et Sib Ismail. Vraiment, vous nous avez fait régaler avec un débat riche, profond. On a vraiment parlé de beaucoup de choses, politique culturelle, décloisement de l'université, rôle des médias, rôle de l'école, énormément de matières. Je suis sûr et certain que au niveau de notre rédaction, au niveau du matin, on va essayer de restituer quand même toute cette richesse que nous avons pu partager aujourd'hui. On a un public assez intéressant, mais je suis certain que ça mérite que le débat d'aujourd'hui soit porté au maximum possible des personnes. Je voulais réagir par rapport à deux choses. Pour nous, au groupe Le Matin, avec cette initiative du Book Club, on fait cette action par citoyenneté et par engagement. C'est vraiment aujourd'hui un engagement fort du groupe Le Matin pour apporter sa contribution pour améliorer l'existant. Et on part d'un constat très simple. Bien évidemment, les politiques publiques, c'est l'élément fondamental pour faire avancer les choses d'une façon substantielle. Mais ça n'exclut pas que les acteurs nationaux, quels qu'ils soient, doivent contribuer. Chacun doit faire sa part du job. Et nous, on part de ce constat. Et c'est pour ça d'ailleurs, on a lancé cette initiative de rentrée littéraire. Et on a aujourd'hui deux projets que tout à l'heure, il y avait dans les réactions dans la salle, ça a été cité. Il y a un premier sujet, ça a été tout à l'heure annoncé ou parlé ou discuté par Sim Ismail, c'est cette partie qu'on trouve dans les médias qui parlent des livres. Ça existait dans pas mal de supports et c'est quelque chose qu'on veut relancer, une sorte de supplément régulier, hebdomadaire, un supplément livre qui va être déjà construit avec l'écosystème. On ne veut pas que ce soit uniquement un produit purement journalistique. La rédaction sera à la mettre à bord pour la conception générale, mais on veut le faire dans une approche collaborative. D'abord avec l'université. On parlait du décloisonnement de l'université, des centres de recherche en la matière, et là on va essayer d'approcher justement ces centres-là pour avoir une collaboration, pour avoir de la matière, bien évidemment une matière qui doit être orientée grand public, parce qu'il y a le côté scientifique qui a toute sa pertinence, toute sa valeur, mais aujourd'hui comment rapprocher? Parce que tout le problème, le livre ne doit pas être un produit élitiste, étudié, lu par une petite tranche de la société, le reste, il est complètement déconnecté. Donc, notre objectif, c'est vraiment faire en sorte que ça touche le maximum possible de public. Donc, ce supplément qui va être à la base papier, mais surtout digital, et pour toucher un maximum de gens. Donc, Inch'Allah, c'est une initiative qui est en phase finale de conception. On va s'approcher du monde universitaire, et c'est quelque chose qu'on espère répondra à cette première problématique ou besoin qu'on trouve aujourd'hui parce que on pense que ça va certainement apporter une valeur ajoutée. Alors le deuxième sujet, mon ami Ali, il a parlé de prix littéraire et comment ça se fait que le prix littéraire au Maroc, ça a été financé ou supporté par l'ambassade de France. Effectivement, on a aussi besoin, on voit pas mal d'organes de presse européens, il y en a pas mal qui financent, qui subventionnent, qui supportent des initiatives de la sorte. Et aujourd'hui, au groupe Le Matin, c'est aussi un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi. On veut juste ne pas lancer les choses dans la précipitation, parce qu'on essaie de lancer des choses, on essaie de faire dans les règles de l'art. Mon ami Fdouamis qui s'y présente, qui est journaliste, écrivain et pleinement impliqué dans le domaine du livre et tout ça. Il y a tout un travail de réflexion qui est en train d'être fait et on va, Inch'Allah, aussi travailler sur un prix du groupe Le Matin pour la littérature pour l'année prochaine, Inch'Allah. Donc ça aussi, c'est une initiative qu'on va lancer et on va, Inch'Allah, essayer d'être dans une approche, encore une fois, participative, inclusive. Mais l'idée, c'est de faire des choses. L'idée pour nous, c'est de faire les choses, de lancer et de perfectionner et d'améliorer les choses au fur et à mesure. Donc voilà, c'est les deux points, les deux grandes, on va dire, entre guillemets, annonces que je voulais partager avec vous. Et pour clôturer cette belle table ronde, comme on l'avait démarré déjà au début avec une lecture du livre de Noor Iken qui est présente avec nous tout à l'heure, il y a deux dernières lectures. On a deux jeunes étudiantes qui vont partager avec nous alors deux livres, des passages de deux livres d'écrivains marocains. Alors le premier, ça sera je regarde juste le nom.
Rahma, le livre de Rahma al-Mudden. Donc je demande à la fille Muftakir Nejwa. Moufrir Nejwa. Est-ce qu'il est là, Moufrir Nejwa? Non? Rahma al-Mudden. Est-ce qu'il est là? Non? Bon, alors le livre Sarah Kamil. Sarah, tu es là? Alors, tu peux venir s'il te plaît, Sarah? Alors, Sarah va partager avec nous un texte que je la laisse présenter pour nous tous. À toi la parole, Sarah. Okay, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis Sarah Kamel, une étudiante au sein du collège Youssouf Ibn Tchachafine. Aujourd'hui, la littérature nous rassemble et c'est la raison pour laquelle je vais vous lire un paragraphe du livre Maroc pluriel, c'est singulier. Merci. Je me rappelle plus de l'écrivain. Ahmed Riyad, oui, voilà. Préface, André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi. Dans un temps et un espace où fleurissent les illusions mortifères de l'exclusion et du déni de l'autre. Un temps et un espace où tout autour de nous, trop nombreuses sont les sociétés civiles, gangrénées par le retour des archaïsmes et des extrémismes, qu'à temps l'on avait cru définitivement disparu. Le Maroc, fort du leadership, pionnier et éclairé de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, incarne à sa façon notre thème Rabit, celle qui nous rassemble et nous mobilise pour porter haut et loin le consensus d'une nation qui a le talent de faire de la richesse historique de toutes ses diversités le réacteur central de sa modernité sociale et contemporaine. Dans une communauté internationale plus que jamais en quête de repères, le Maroc s'enracine avec lucidité et détermination dans la consolidation et l'élargissement d'une réalité sociale et culturelle, autrement plus exaltante, où nous évoluons les uns et les uns avec les autres, dans l'écoute sereine et apaisée de tous les narratifs et dans le respect de l'histoire, de la spiritualité et de l'identité apaisée de chacun. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Donc, il y aura juste après pour vous annoncer la suite du programme. Donc, on démarre dans une quinzaine de minutes maximum un atelier sur la lecture à voix haute avec notre ami Malek Ahmis. Donc, ça se passe ici même. Donc, juste le temps d'arranger et d'aménager l'espace. Mais ça se passe dans 10-15 minutes grand maximum. Mais on peut garder l'espace comme ça. Donc, voilà, ça se passe dans 10 minutes grand maximum.